frère, un pays africain, le Congo, la République démocratique du Congo. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir notre invité, Monsieur Assoumani Kasongo lui-même, qui est un imam, et il est ici présent en Égypte en tant que, d'un côté, conseiller des ressortissants de l'association chargée de gérer les affaires des ressortissants congolais ici en Égypte, mais en même temps, il est le représentant, conseiller représentant provincial de l'ASS ou de la province de l'ASS au sud de Kivu, en République démocratique du Congo. Donc nous allons parler d'échanges, nous allons parler aussi de dialogue religieux à partir d'une toute nouvelle perspective. Monsieur lui-même, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour madame. Alors, tout d'abord, on aimerait vous présenter à notre public. Vous êtes ici en tant que conseiller de l'association chargée de gérer les affaires des ressortissants congolais en Égypte, mais en même temps, vous avez été muté à partir de la République démocratique du Congo, ici en tant qu'imam. Donc, on aimerait en savoir plus, s'il vous plaît. Oui, merci. Je suis là depuis le mois de septembre. Je suis venu pour un stage organisé par notre communauté islamique que moi je représente au niveau de la province du Sud Kivu, c'est à l'est de la République démocratique du Congo. Je suis le représentant provincial et on nous appelle les chefs d'entité islamique provinciaux. Donc pour la province du Sud Kivu, c'est moi qui représente la communauté islamique en République démocratique du Congo. Alors nous sommes venus ici pour un stage des imams, c'est-à-dire voir comment capaciter le niveau des imams, car vous savez que les imams, c'est tout un tout. Donc nous gérons des personnes, nous gérons des mosquées, nous gérons des conflits, et donc tout ce qui concerne le social et le spirituel, nous gérons ça. Alors, pour mieux faire, il faut capaciter nos niveaux. Alors, nous étions venus au moins 2 Congolais. Et mon ami, lui, il est déjà de retour. Mais moi, je suis resté pour améliorer un peu la langue arabe. Et de ce fait, je me suis retrouvé avec les amis de l'association des ressortissants congolais, de services sociaux des ressortissants congolais. Ils ont cherché que je puisse contribuer avec une petite expérience que je possède dans le cadre de mouvements associatifs pour un peu les aider et voir comment ça peut fonctionner mieux pas comme le passé. Voilà, c'est pourquoi je suis là. Donc, je suis en formation, je continue. Je suis en formation et en plus, j'aide aussi l'organisation ASS. En fait, vous avez dit, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème, pas comme le passé. Que s'est-il passé autrefois? Non, c'est-à-dire l'organisation. Vous savez, quand on parle d'une association à caractère social. Une association à caractère social, il y a beaucoup de choses dont il faut mettre en place. Et souvent, si vous regardez bien dans nos pays, c'est le social qui pose beaucoup de problèmes. Et nous, en tant qu'imams, c'est notre quotidien. Donc tous les jours, nous sommes dans le social. Nous cherchons comment aider nos fidèles à être bien sur le plan social, sur le plan spirituel. Ça accompagne toujours le social. Alors, ma présence ici, les amis de cette organisation ont voulu en profiter pour que nous puissions voir comment on peut faire mieux. Voilà, donc il n'y avait pas de problème par le passé, mais on voulait faire mieux seulement. Et à votre avis, est-ce qu'ils sont mieux intégrés dans la société égyptienne? Bon, quand même, c'est une organisation qui n'est pas encore
tellement vieille. C'est une jeune organisation. Depuis 2012, qu'elle a eu la personnalité civile par le droit égyptien. Et ça, je peux dire que c'est une organisation qui est en train de se rechercher, donc de s'implanter. Et puis, c'est un peu à caractère international, car ça ne se limite pas seulement de l'Égypte et le Congo, mais bientôt, on va avoir d'autres pays là où on peut voir comment on peut étendre les activités de l'organisation. Que représente, si je vous parle de pourcentage, comment évaluer la population, le taux de la population musulmane au Congo? Oui, au Congo, la population musulmane est évaluée à peu près 15%. Donc, il y a des agglomérations là où réellement les musulmans sont tellement nombreux, comme dans la capitale, comme dans toutes les provinces de l'Est. Vous savez que l'islam chez nous est entré par l'Est et avec les Arabes qui sont venus de la Tanzanie. Et de la Tanzanie, ils sont pénétrés dans un coin qu'on appelle là chez nous Kasongo. Par hasard, c'est mon nom. Et Kasongo, ça se trouve dans la province de Maniema. Alors, l'islam est parti de là, au Congo. Et de là, avec tout ce que nous avons comme la grandeur de ce gigantesque pays, l'islam est arrivé presque partout. Aujourd'hui, au Congo, presque partout, il y a l'islam. Et donc, à l'est et dans la capitale, là, il y a un grand nombre. Et puis, dans d'autres coins, bon, c'est un peu. Vous êtes là à El Azhar et c'est vrai que c'est la même religion, mais à votre avis, est-ce que l'approche ou le dialogue religieux est le même entre la façon de voir les choses et de gérer les choses à partir d'une perspective islamique ici en Égypte et la vôtre? Bon, vous savez, ici en Égypte, l'islam est tellement vieil, n'est-ce pas? Et ça date des époques et d'époques, depuis les disciples du prophète. Ils sont même arrivés ici en Égypte. Et il y a d'autres qui sont même morts ici en Égypte. Ce qui fait que l'islam de l'Égypte, c'est un peu une vieille, elle est tellement vieille, et puis bien implantée. Et au Congo, l'islam était arrivé aussi un peu avant, mais avec les systèmes de colonisation, quand les Belges sont venus coloniser, ils ont trouvé les musulmans. Et pour eux, il fallait diaboliser d'abord les musulmans, puisque beaucoup de gens, c'est-à-dire les Congolais, commençaient à considérer l'islam comme une bonne religion là, puisque le comportement seulement de musulmans disait tout. Mais avec les colons qui sont venus avec l'église chrétienne, et pour maintenant arriver partout là où il y avait déjà l'islam, il fallait chercher comment diaboliser un peu l'islam. Et ça causait beaucoup de problèmes. Ça causait beaucoup de problèmes. Et puis, bon, le musulman ne voulait pas aller étudier dans les écoles de ces chrétiens. Ce qui a fait qu'ils sont venus avec le système éducatif classique ici. Et puis, nous, les musulmans, on avait notre système d'éducation de l'islam. Alors, et ils ont amené leur système, et c'est ce système-là qui dirige le pays. Ce qui fait que, comme les musulmans n'allaient pas dans leurs écoles, les musulmans se sont retrouvés en marche dans la vie quotidienne de notre pays. Alors, on a trouvé même vers les années 70, il y avait peu de musulmans qui ont étudié le français, par exemple, puisque beaucoup de parents ne voulaient pas que leurs enfants aillent étudier dans les écoles chrétiennes. Les écoles laïques, ils étaient peu nombreux, comme les Athénées royales et autres. Mais toujours, il y avait des cours de religion chrétienne. Et pour un musulman qui voulait aller, par exemple, dans une école chrétienne, là, il fallait qu'il puisse quitter l'islam et embrasser
la foi chrétienne. C'est que vraiment beaucoup, ceux qui ont osé, hein, ils se sont retrouvés. Si au Congo, il y a beaucoup de gens qui ont étudié, mais vous allez les retrouver même avec des noms, Ismaïl, Pierre, hein, Ousmane, Jean-Paul, Oscar, des choses comme ça. Pas de nom africain. Oui, oui. C'est-à-dire, quand ils sont entrés dans les écoles chrétiennes, ils étaient obligés d'être baptisés. Alors, ils ont gardé leur nom, puisque les noms islamiques, ça concordait vraiment avec la culture africaine. Ils ont resté avec les noms, mais d'autres, ils sont des chrétiens. Alors, donc, il y avait une sorte de frein pour le musulman pour atteindre le niveau d'études qu'il fallait. Conséquence. C'est quand cette période? Cette période, c'est depuis les années 40. Les années 40 jusqu'à l'indépendance. Oui, en 1960. OK. Hein? C'était comme ça. Jusqu'à vers les années 70, c'est là où il y avait maintenant le régime en place a voulu un peu ouvrir les autres confessions religieuses. Et d'ailleurs, en 71, c'est là où on a libéralisé. Donc, le pays est devenu laïque. Et la communauté islamique a eu sa personnalité civile en cette période à 71. Bon. Donc, les musulmans étaient aussi maintenant libres de chercher comment ils peuvent aussi éduquer leurs enfants. Mais conséquence est que beaucoup de jeunes musulmans n'avaient pas étudié. Et le système qui était là, c'était un système, il fallait avoir des notions classiques. Prenons le cas en économie, prenons le cas politique et autres. Mais comme les musulmans n'étaient pas là, alors ils se sont retrouvés marginalisés. Vous trouverez tous les gouvernements passés, aucun musulman. On a trouvé peut-être vers les années 80, là où vous trouverez dans un gouvernement peut-être un musulman. Aujourd'hui, il n'y a personne comme musulman dans les gouvernements, mais malgré ça, aujourd'hui, ce n'est pas comme par le passé, puisque nous, au niveau de notre communauté, nous avons des écoles. Depuis 1975, nous avons nos écoles à nous. Donc, les enfants musulmans, ils étudient. Et aujourd'hui, nous avons des docteurs, nous avons des licenciés, nous avons des gradués, presque dans tous les domaines. Hein. C'est ça. Mais vu que maintenant, le système, c'est un système, il faut toujours pénétrer. Hein. Et si vous n'êtes pas encore là, c'est difficile de s'épanouir. Et c'est pourquoi les musulmans, ils ont tout à fait le devoir de s'impliquer davantage et d'entrer dans les systèmes et de se retrouver presque partout. Et quel est le rôle que joue l'Égypte justement pour donner une meilleure formation aux imams et pour établir des relations à ce niveau-là? Bon, vous savez, l'Égypte, Dieu merci, il y a deux temps. Il y a le temps vers les années 70 jusqu'à 80, à l'aide de Al-Azhar, l'Égypte nous envoyait des missionnaires. Et ces missionnaires arrivaient au Maniema, c'est-à-dire à Kassongo, là où l'islam s'est implanté au Congo, à Kisangani, et même chez nous, vers les années 84, on avait un missionnaire égyptien qui est venu enseigner là-bas. Et vers les années 73, avant, il y avait un autre imam égyptien qui était là, au Sud Kivu, il enseignait. Ce qui fait que vers les années 90, il y avait une certaine rupture. Et il n'y a pas longtemps, il y a seulement 2 ans, qu'on est en train de mettre encore un nouveau souffle dans les relations entre Al-Azhar et la communauté islamique au Congo, ce qui fait que nous envoyons les élèves ici venir étudier à Al-Azhar. Au moins chaque année, nous envoyons 20. Et peut-être avec le temps, on va améliorer. Et nous avons aussi droit d'amener au moins 5 imams chaque année pour une formation de cette capacitation des imams au sein de Al-Azhar. Voilà, donc les relations, moi je peux dire que présentement sont un peu bonnes et
classique. Et au Congo, vous m'aviez dit que les musulmans représentent 15% de la population. Est-ce que le gouvernement tente d'appuyer ces musulmans ou est-ce que vous, en tant que musulmans, vous devez compter sur vos efforts individuels? Bon, il n'y a pas vraiment l'appui du gouvernement direct. Vous savez, les gouvernements que nous avons, ce sont des gouvernements qui cherchent à se pencher là où il y a beaucoup. Car avec les systèmes qu'on appelle la démocratie, on voit toujours la majorité. Et cela cause un peu de problème. Mais les lois congolaises, vous trouverez aussi certaines injustices des lois. Je vais vous donner juste un petit exemple. C'est-à-dire, chez nous, les pays, par la Constitution de la République, c'est un pays laïque. Mais vous trouverez par exemple la loi sur le mariage. On reconnaît seulement les mariages monogamiques. Vous trouverez aussi par exemple les fêtes religieuses. On reconnaît que les fêtes chrétiennes, sur le calendrier officiel de notre pays, vous allez trouver seulement Noël est là, Pâques, mais il n'y a pas Eid el-Fitr. Il n'y a pas Eid el-Adha. Et nous, au niveau de la communauté islamique, on est en train de se battre. On est en train de se battre pour que tout ça, si on s'est dit par la loi fondamentale qui est la Constitution, que notre pays c'est un pays laïque, donc dans ce sens, toutes les religions doivent se retrouver au pied d'égalité. À ce qui concerne certains avantages. Donc, s'il y a des fêtes, ça c'est tout à fait normal. En islam aussi, il y a des fêtes. Il y a des fêtes chrétiennes, il y a des fêtes islamiques. Alors, que les fêtes islamiques soient fêtées de la même façon que les fêtes chrétiennes. Et c'est tout un processus. Et le mal, ce que moi je peux dire, est qu'il n'y a pas assez de députés musulmans au Parlement. Et ils sont peu nombreux, je pense, ils ne dépassent même pas 15 sur 500. Vous voyez? Alors, donc, on peut dire que vous vous sentez marginalisé un peu? Oui, tout à fait naturel. Et au niveau de la population, est-ce que vous êtes bien intégré au sein de votre propre population? Oui, là c'est tellement bon. C'est-à-dire, l'islam vraiment a une image de marque. Et d'ailleurs, je vous dirais, nous, les imams actuels, nous on connaît un peu d'arabe, il y a beaucoup de documentation que nous avons. Mais nos parents, ils savaient lire seulement le Coran, n'est-ce pas? Mais avec leur comportement, beaucoup de gens ont embrassé l'islam sans pour avoir beaucoup de questions. Parce que l'islam, c'est l'image. Donc, vous voyez seulement la personne, comment elle se comporte, vous sentez que ça, c'est une personne de Dieu. Monsieur lui-même, compte tenu de la propagation du radicalisme et de l'intégrisme, surtout dans notre région et dans beaucoup de pays africains, l'Égypte avait vraiment lancé un appel pour modifier le dialogue religieux et changer le dialogue religieux de manière à avoir une meilleure compréhension de l'autre. En venant ici en Égypte, est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous aviez le même dialogue religieux, la même compréhension de l'islam, étant donné que l'Égypte ici est mieux que l'islam en Égypte, comme vous l'aviez mentionné, est une religion, une vieille religion et qu'elle est bien implantée ici par rapport à votre... je ne veux pas dire religion naissante, mais votre intégration naissante au sein de cette religion. Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez le même dialogue? Oui, oui, quand même, l'islam est la même. Donc, si on part sur le fondement, l'islam, c'est la paix. Hein? Le mot même, islam, vient de Salim, qui veut dire la paix. Donc, l'islam, partout au monde, est la même. Et
si on parle par exemple des radicalismes ou autres, parfois nous considérons ça comme une déviation. Et parfois, on se pose la question, on trouve parfois que ce sont des choses qu'on est en train de créer. On crée ça, et ce n'est pas par le musulman, c'est en dehors des musulmans, on crée pour chercher toujours à ternir l'image des marques de l'islam. Vous savez, pour nous, les musulmans, nous savons le principe et les garanties que Dieu lui-même a données dans le Coran sur l'islam. N'est-ce pas? Lui-même, il avait dit que ça, c'est ma religion et c'est moi qui va la protéger. Ouais. Monsieur lui-même, on a eu l'impression, en parlant avec beaucoup de confrères africains, que l'Égypte était quand même un pays qui n'est pas tellement connu pour eux. Ils savent évidemment que l'Égypte est un pays africain, mais en venant ici, ils étaient très étonnés de trouver beaucoup de choses dont ils n'avaient pas du tout connaissance. Est-ce que, avant de venir ici, vous aviez exactement la même image de l'Égypte que vous avez trouvée, ou l'image a été altérée? Bon, dis-moi, avant moi j'avais une image ancienne de l'Égypte, puisque même dans notre histoire, on parlait de l'Égypte. Dans les cours, même à l'école primaire, on parlait de l'Égypte de Joseph et autres, l'histoire. Alors, cette Égypte-là, pour moi, quand je fais les études supérieures, j'avais trouvé quelque chose un peu de spécial. C'est-à-dire, moi, j'avais trouvé que l'Égypte, c'est un pays que Dieu a aimé beaucoup. Il a fait passer ses envoyés, comme Moïse, comme Joseph, même Abraham, il est passé par là. Et ce qui m'a beaucoup frappé, est que quand moi j'analysais personnellement, moi je fais le management, et quand on parle par exemple de l'organisation, on dit que c'est prévoir. Organiser, c'est prévoir. Mais l'Égypte, à une époque, avait eu les concours dédiés pour prévoir. Alors, ça c'est tellement profond pour moi. Et quand vous êtes venu il y a 8 mois, oui. Est-ce que vous, au niveau social, au niveau culturel, est-ce que ce à quoi je voudrais en venir, c'est que nous devons quand même dresser ou bâtir davantage de ponts d'entente au niveau culturel et au niveau social entre nos pays africains. Donc, en venant ici, faute de la présence de ce pont, est-ce que vous vous êtes rendu compte que c'était l'Égypte que vous aviez en tête, ou que c'était autre chose, qu'elle était quand même toujours méconnue? Oui, l'Égypte est tellement méconnue, madame. Moi, avec le peu de temps que je suis arrivé ici en Égypte, j'ai découvert beaucoup de choses. Moi, j'ai déjà participé à beaucoup de forums qui s'organisent ici en Égypte. J'ai déjà participé à des expositions faites ici en Égypte. Et j'ai découvert que l'Égypte, c'est vraiment un pays grand et il y a beaucoup de choses. Ici, les Africains, ils ont une caractéristique qui n'est pas bonne. C'est-à-dire d'avoir l'idée que ce qui est en Afrique n'est pas bon, ce qui est en dehors de l'Afrique est meilleur. Vous voyez, c'est ça le mal africain. Et vous allez trouver même les produits. Quand on parle des produits africains, les Africains trouvent ça avec, comme si ce ne sont pas des bons produits. Or, ici en Égypte, moi j'ai remarqué par exemple, une fois j'étais dans une exposition de céramique. C'était terrible et fantastique. J'ai trouvé des céramiques que moi-même je ne m'attendais pas que ça peut être produit par un pays africain. N'est-ce pas? Alors, donc, il y a beaucoup de gens qui ont une vision qui n'est pas de loin, puisque peut-être ils n'ont pas eu encore la chance de visiter. Espérons, c'est grâce à vous, en tant qu'imam, de dresser ce pont d'entente culturel et religieux
et sociale aussi entre les deux pays. Vous venez nous expliquer et nous donner davantage d'informations sur votre cher pays. Et vous êtes bien sûr la bienvenue dans votre deuxième pays, l'Égypte. Et en rentrant, vous allez sûrement avoir beaucoup de choses à dire à vos confrères congolais. Ouais. Alors, je vais vous dire, Cheikh Assoumani Kassongo lui-même, vous êtes le conseiller de l'association gérant les affaires des ressortissants congolais ici en Égypte et vous êtes aussi le représentant provincial de l'ASS au sud de Kivu. Vous êtes la bienvenue en Égypte et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, madame. Nous allons vous laisser, vous quitter avec ce compte rendu sur le bâtiment gigantesque Mistral pour compléter nos pièces de l'armée au niveau maritime. Les détails dans ce compte rendu de Chérif Bousseila. Premier des deux bâtiments militaires de projection et de commandement Mistral vendus par la France à l'Égypte est arrivé jeudi au large d'Alexandrie. Le BPC Gamal Abdel Nasser a été sorti le 12 juin d'une cale des chantiers navals STX de Saint-Nazaire dans le nord-ouest de la France avant de prendre le large en direction de l'Égypte. La livraison du second BPC qui doit porter le nom de l'ancien président égyptien Anwar Sadat est prévue en septembre. L'Égypte avait acquis ces deux navires militaires après l'annulation en août d'un contrat de 1,2 milliard d'euros avec la Russie en raison de l'implication de Moscou dans la crise ukrainienne. Les deux PPC, qui avaient été nommés Vladivostok et Sébastopol par la Russie, ont été achetés par l'Égypte pour environ 950 millions d'euros. D'une longueur de 199 mètres pour 32 mètres, les BPC déplacent 22 000 tonnes et croisent à 18 nœuds. Polyvalents, ils peuvent transporter des troupes jusqu'à 700 hommes, des hélicoptères, des braques de débarquement, des chars d'assaut et une soixantaine de véhicules. Fin de cette édition de Questions égyptiennes. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.